Les entreprises ne peuvent plus ignorer les effets du dérèglement climatique qui impactent à la fois leur chaîne d'approvisionnement, leurs infrastructures et leurs équipes. Il est aussi désormais largement admis que les entreprises sont au cœur des solutions, mais la question demeure: comment conjuguer performance économique et transition écologique? Pascal, on commence avec vous. Les entreprises sont-elles prêtes à faire face à ces impacts directs et indirects du dérèglement climatique? Alors non, elles ne sont pas prêtes, c'est clair. Oui, le niveau de maturité, le niveau de conscience de la nécessité d'agir et parfois de l'urgence à agir monte progressivement, mais peu d'entreprises finalement sont prêtes à réfléchir de manière un peu fondamentale, et c'est ça qui est nécessaire, tout simplement à la modification de leur chaîne de valeur, de leur manière de produire. Donc vous avez des entreprises qui, beaucoup désormais, qui font des choses à la marge, à côté de leur activité, et des choses très positives, Mmh. mais c'est évidemment insuffisant. Le sujet, c'est de changer très profondément la manière dont on conduit ces activités. Et par ailleurs, les entreprises ont énormément de mal, souvent, à se représenter le fait que bah, transformer une chaîne de production, transformer la manière d'assurer son activité pour être beaucoup plus vigilant à ses impacts écologiques évidemment, mais aussi sociaux d'ailleurs, hein. Bien sûr, ça nécessite des investissements, du temps, des coûts, mais très peu considèrent ou se rendent compte que ça crée in fine énormément de Mmh. performances. On pourra en reparler, mais que Mmh, ce oui, on va soit en revenir. matière de marque employeur, de marque commerciale, de vision de l'entreprise par le vaste monde, c'est extrêmement positif en réalité. Marie, vous observez un décalage entre, les attentes des investisseurs d'une part et les réels engagements des entreprises? Moi, je dirais que c'est un presque en sens inverse. C'est-à-dire que je vois beaucoup d'entreprises qui ont envie de bouger et qui finalement n'ont pas les investisseurs ou les actionnaires qui sont en capacité de reconnaître et de valoriser, les mouvements et les transformations qu'elles font ou qu'elles désirent faire. Mmh. C'est-à-dire que, on oublie souvent que les entreprises, c'est des gens, en fait. C'est un groupe de personnes, c'est un collectif qui agit ensemble. Et moi, ce que je sens à l'intérieur des entreprises, c'est qu'il y a une dynamique de talents, qui sont vraiment dans cette logique de transformation et qui cherchent et qui ont envie que ça arrive. Mais il y a un décalage après, parce que souvent on n'a pas les outils, qu'il y a pas, comment dire? Que ce n'est pas, ce qu'il est demandé à l'entreprise en tant que au niveau de son conseil d'administration, au niveau de ses actionnaires et des contraintes financières qu'on leur pose et qui freinent un petit peu cette dynamique, entrepreneuriale interne, qu'il y a dans les entreprises. Et donc, ce que je trouve, hein, c'est que, alors moi, j'ai vécu la transformation digitale de l'intérieur et je vois beaucoup, beaucoup de parallèles entre ce qui est en train de se passer maintenant et ce qui s'est passé au début des années 2000 dans la transformation digitale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'appétence. Il y a des entreprises qui sont à la pointe sur ces sujets-là et qui tracent la voie, mais on n'a pas encore les outils. C'est-à-dire Ouais. que souvent, c'est comme si on demandait à une entreprise d'être agile. Agile, c'est vraiment comment la manière dont les startups fonctionnent de manière très fluide, très innovante, etc., qui est la culture digitale. Mais ça repose sur des outils qui ont été mis en place entre les années 2000 et les années 2010. Donc, on est dans une phase de R&D en réalité sur ça veut dire quoi se transformer durablement. Mmh. Quels sont les outils qui sont à notre disposition, qu'on peut utiliser facilement? Donc, il n'y a pas encore de mode d'emploi qui soit facile à disséminer au sein des Mmh. entreprises parce que la plupart du temps, les entreprises sont habituées à fonctionner et à prendre des décisions en regardant le passé. C'est extrêmement frappant en finance. Mmh. Mmh. La finance fonctionne comme de l'intelligence artificielle. Elle regarde ce qui a marché dans le passé, marché étant gagner beaucoup d'argent, et ils prennent des décisions aujourd'hui basées sur les données historiques de performance et ils sont bien incapables de prendre des décisions différentes. Or, aujourd'hui, on n'a pas de données historiques de performance environnementale ou de performance sociale. Donc, même si elle voulait le faire, elle ne pourrait pas le faire sans changer la manière de prendre des décisions. On est obligé aujourd'hui
dans les entreprises et en particulier dans le monde de la finance, de prendre des décisions en regardant le futur, en se disant où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je veux construire, en comprenant aujourd'hui ce qui empêche, quelles sont les tensions qui empêchent les entreprises de pouvoir aller là où elles veulent aller et du coup prendre ces décisions dans ce sens-là et pas en regardant les bonnes pratiques du passé et en continuant sur ce qu'on a déjà fait. Et donc, c'est vraiment pour moi, c'est pas un manque de volonté des entreprises, c'est un manque d'outils. C'est un changement profond de la manière dont on prend les décisions et c'est un sujet de comment est-ce qu'on peut communiquer cette performance-là d'une manière qu'il soit valorisé par ces autres parties prenantes et par ses actionnaires notamment. Et donc, l'industrie financière a un rôle massif à jouer parce qu'elle va être catalyseur de toute la transformation du reste de l'industrie. On va revenir sur les outils justement. Sonia, vous accompagnez des green tech industriels dans leur passage à l'échelle. Mais allons droit au but, on peut concilier croissance et impact environnemental? Ça, c'est la question, la question à 1 milliard. Oui. Est-ce qu'on peut concilier croissance et impact environnemental? Dans certains cas, on peut le faire, et notamment avec des entreprises qui vont se construire en tenant compte finalement de ce dans quoi elles vivent, c'est-à-dire la planète, et qui vont intégrer dès leur développement des business models circulaires. Elles vont faire de l'éco-conception, elles vont être sur des modèles d'économie de fonctionnalité. Donc, c'est ce qu'on les encourage à faire. Elles vont mesurer. Donc, c'est ça qui fait que finalement, oui, elles vont être en mesure de concilier l'impact profit, moi j'appelle ça, ou impact création de valeur financière, l'impact environnemental et l'impact social aussi. Moi, j'aime bien regarder ces 3 dimensions qui sont essentielles, et c'est ce qu'on essaie de faire avec elles. Et il y a un élément qui leur permet aussi de faire ça, je pense, et c'est là où ces startups, je trouve qu'elles sont aussi transformatrices pour l'ensemble du tissu économique, c'est le fait qu'aujourd'hui, la transition environnementale nécessite que maintenant tout le monde coopère. On parlait de chaînes de valeur tout à l'heure, la coopération sur les chaînes de valeur est essentielle, la coopération transversale entre les différents acteurs est essentielle, et la coopération start-up, green tech industrielle et entreprise est aussi essentielle. Et donc, finalement, cette coopération permet aussi de concilier croissance. Mais en fait, on peut y passer des heures sur le thème de croissance. Qu'est-ce qu'on met derrière croissance, etc. Mais en fait, se construire quand on est petit en ayant un impact positif et en étant une entreprise qui va être régénératrice, c'est essentiel. Et c'est tellement facile quand on part de rien que c'est une super opportunité. Mais la plupart des entreprises, elles parlent d'un existant, d'un historique. Et c'est ça Et c'est là que parfois c'est un petit peu plus difficile, mais je voudrais du coup rebondir en faisant aussi un lien avec l'édito et les nouveaux potentiels commerciaux, y compris que peuvent représenter les objectifs de lutte contre le dérèglement climatique. Marie évoquait le digital, il se trouve que c'est l'univers dans lequel œuvre Nursis. Il y a quelques années, on a voulu commencer à réfléchir à l'éco-conception des services numériques, puisque même s'il est aujourd'hui assez peu visible, l'impact environnemental du numérique est énorme, et surtout le développement exponentiel du numérique va générer des impacts considérables à l'avenir. Et en réalité, là où le bas blessait le plus, c'était pas tant notre propre appétence en tant qu'entreprise qui voulait s'engager, c'était l'écosystème autour, les clients. Alors les investisseurs, dans notre cas, on est sur une entreprise familiale, donc ce n'est pas le problème, mais c'était plutôt côté des clients que dès lors que l'on parle de surcoût, évidemment, le bas blesse. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, en avançant quand même sur le sujet par conviction, on a commencé à trouver des leviers de sobriété. Donc la sobriété, dit autrement, c'est des économies de coûts. Exactement. Et que quand on a pu faire la preuve de cela et continuer à développer nos capacités à éco-concevoir en développant des services moins énergivores, mais qui sont aussi des économies de coûts pour les clients, tout d'un coup, ça a beaucoup mieux marché. Et c'est là qu'il faut qu'on gagne un petit peu en maturité, mais que les entreprises se saisissent le plus possible en amont de leur réflexion de l'impact économique positif que peuvent générer des gains écologiques de sobriété, parce que c'est le meilleur argument pour avoir des gains rapides à court terme, et donc créer une dynamique qui après permette d'être plus ambitieux. Pascal, vous avez pris des engagements forts à la Maïf, dont celui de ne plus investir dans les énergies fossiles. Question simple, quel bénéfice est-ce que vous en tirez? On n'en tire pas de bénéfices financiers. Par hypothèse, vous avez tout un champ de secteurs dans lesquels vous pouvez investir. Si vous dites non, en fait, moi je ne vais pas investir dans cette partie-là,
ça veut dire que par hypothèse, on se prive de possibilités d'investissement. Donc, de toute façon, il n'y a pas de bénéfice financier à en tirer. En revanche, et alors fort d'une expérience assez longue en la matière, puisqu'on s'est retiré complètement, en effet, des énergies fossiles depuis déjà pas mal d'années, et on investit massivement, au contraire, dans les énergies renouvelables notamment. Fort de cette expérience, on peut malgré tout avoir un rendement de l'actif, comme on dit, qui soit suffisamment élevé. Nous, nos sociétaires, nous confient leur épargne sous forme d'assurance vie. Évidemment, on assure une rémunération à cette épargne qui est complètement dans les standards et souvent dans les standards les plus élevés du marché. Donc, on peut tout à fait avoir une gestion des actifs financiers qui soit complètement saine sur le plan du climat. Et c'est important parce que c'est un levier, en effet, Marie le soulignait, qui est extrêmement puissant. Et malgré tout, avoir un taux de rendement qui soit tout à fait bon. Et par ailleurs, on ne prend pas de risque de long terme, d'actifs échoués, d'actifs qui vont être considérablement dévalorisés le jour où, effectivement, enfin, on aura comment dirais-je, pris véritablement le virage. En Allez-y, fait, Marie. ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a trois aspects, je trouve, à la question. Il y a un premier aspect qui est effectivement, est-ce qu'on peut avoir des nouveaux modèles économiques qui permettent de mieux valoriser même la production des entreprises. Donc j'aime beaucoup l'exemple de Michelin, qui est souvent cité, qui a tenté une expérience de faire payer les pneus au kilomètre roulé. Et ils se sont rendus compte, et c'est extrêmement intéressant, parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train d'aligner le modèle économique avec l'impact environnemental et social, puisque on va gagner plus d'argent si le même pneu est utilisé pour rouler plus longtemps. Et donc, finalement, ça limite la matière produite. Donc, il y a un sujet quand même qui est de rentabiliser la matière ou la ressource première. Donc, quand on bascule sur des modèles plus à abonnement, où on est du coup en réduction de l'impact environnemental, ou alors si on est sur des modèles économiques, nous on est investisseur dans une entreprise qui s'appelle 15, qui fait des réseaux d'infrastructures de vélos électriques. Et en réalité, le modèle économique naturel devrait être de dire on est payé au kilomètre, la même chose, au kilomètre parcouru, parce que plus on a d'utilisation de vélos électriques, plus ça crée un impact sur la santé, et pas uniquement sur la santé des cyclistes, mais aussi sur la santé des non-cyclistes, des citoyens dans la ville, parce que ça permet de réduire la pollution de l'air. En fait, la pollution de l'air, c'est une des grandes sources de maladies des citoyens. Ça permet de limiter le bruit, ça rend des villes plus sûres. Et donc, en fait, il y a vraiment cette logique d'alignement des modèles économiques qu'il faut repenser en se disant comment est-ce qu'on peut faire en sorte que plus finalement mon produit est utilisé, plus il a un impact social ou environnemental qui est positif, et moins le coût dans l'autre sens. Donc, c'est extrêmement intéressant de penser comme ça. Mais il y a aussi la réduction des coûts. Quand on se dit qu'en l'an 2030, donc dans 6 ans, les projections sont qu'il y a à peu près 40% des besoins d'eau dans l'industrie qui ne vont pas être satisfaits, on voit bien que le prix de l'eau va monter, et que donc arriver à être dans un modèle de sobriété des ressources, qui sont des ressources qui vont être plus rares dans le temps, que ce soit des métaux rares, ou que ce soit de l'eau, ou que ce soit de l'énergie dont on ne sait pas comment le mix énergétique va évoluer dans le temps et le prix va évoluer dans le temps, c'est un gage de résilience et un gage d'économie de coûts dans le temps aussi. Et la troisième chose, donc il y a vraiment ce côté comment on repense les modèles économiques pour les aligner avec l'impact, comment on utilise finalement, on revoit sa consommation de manière à ce qu'elle soit la plus sobre possible pour être en résilience et en maîtrise de ses coûts dans le temps. Et puis après, il y a la question des risques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est une question du temps, on se met à risque à combien de temps? C'est-à-dire que les économies qu'on fait à court terme, combien elles nous coûtent à long terme? Et donc de vraiment se positionner, non pas dans des décisions court terme, mais de se redire où est-ce qu'on veut aller, et de penser les décisions aujourd'hui dans une économie ou dans une équation qui fait vivre la société sur son temps long, quoi. C'est d'ailleurs ce qui rend la CSRD extrêmement intéressante, parce que quand on regarde la façon dont les entreprises, les premières concernées, donc les grandes entreprises s'en sont saisies, ce sont des équipes et des services financiers qui ont traité le sujet, alors que historiquement,
les sujets dits de RSE, développement durable, étaient gérés par des services dédiés qui avaient une approche assez différente. On voit le niveau d'anticipation, de projection à long terme sur les coûts économiques de tout ça, qui, je pense, et c'est pour ça qu'il faut absolument que la CSRD soit maintenue avec le niveau d'ambition actuel, permet aux entreprises de vraiment changer leur mode de pensée et de bien mieux considérer les conséquences économiques. Donc, je pense prendre conscience de l'importance de désormais avoir des stratégies de décarbonation, etc., qui soient hyper ambitieuses, avec des gains à court terme. Sonia, l'économie circulaire et le réemploi sont des leviers de choix pour la durabilité. Mais ces modèles sont-ils réellement viables à court terme? Alors, viable à court terme, c'est une bonne question, parce que pour l'instant, ils ne le sont pas. On voit bien aujourd'hui que ce sont des activités qui sont subventionnées d'une façon ou d'une autre, que ce soit par des entreprises privées ou par des fonds publics. On a mis quand même en place beaucoup de choses. Au niveau de l'Europe et en France aussi, avec la loi AGEC, qui nous met dans la bonne dynamique, notamment pour vraiment aller sur une circularisation complète de la chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis l'éco-conception jusqu'à j'arrête de mettre dans les décharges et plutôt je vais réparer, réemployer, etc. C'est une dynamique qu'il faut poursuivre, qu'il faut réussir à passer à l'échelle. Je pense que pendant un certain temps, il va falloir qu'elle continue à être subventionnée, mais elle est essentielle, notamment parce que c'est un levier effectivement pour décarboner, pour utiliser moins de ressources, etc. Parce qu'on va moins produire. Donc oui, c'est à court terme, ça n'est pas viable, y compris les startups ou les grandes entreprises, mais c'est vraiment Néanmoins, est-ce critique. que vous avez des exemples d'entreprises qui intègrent ces pratiques et qui sont rentables? Alors, concret. on parlait de Veolia tout à l'heure. Il y a des entreprises qui sont au cœur de l'économie circulaire parce qu'elles en ont fait leur activité. C'est-à-dire que collecte, tri, vont se lancer dans le réemploi, etc. Donc eux, ils en bénéficient. Les entreprises, les fabricants qui mettent les produits sur le marché, pour eux, aujourd'hui, l'économie circulaire, c'est important. Ils ont des obligations, notamment de contribuer avec des éco-participations. Mais ça, c'est finalement un point de marge, une certaine quantité de marge qui n'est pas là et qui fait qu'ils sont très sensibles à la concurrence, notamment des produits qui viennent des pays asiatiques. Et on revient aux problématiques de réglementation, de carbone aux frontières, etc. Et donc, c'est en fait par rapport au sujet de l'économie circulaire, c'est un problème aussi extrêmement systémique qui relève de travaux et d'actions au sein de coalitions, en fait, sur des chaînes de valeur où les entreprises vont ensemble y travailler. Il y a un exemple hyper intéressant. Aujourd'hui, il y a les acteurs de la cosmétique qui se sont associés dans une coalition avec une société qui fait du conseil dans ce domaine qui s'appelle Circulaire. Ils ont créé une coalition pour en un an tester et mettre en œuvre du réemploi dans les cosmétiques. Donc il y a Chanel, Clarins, L'Oréal, Sephora, etc. Et Nocibé et aussi Citeo qui est un éco-organisme. Et ensemble, ils travaillent sur comment en partageant les risques, en partageant les coûts, on va répondre à une problématique qui nous concerne tous et qui est essentielle parce que marque employeur, parce que nos clients commencent aussi à vouloir y aller. Et nous, en tant que fabricants, on a besoin de réduire nos coûts et de trouver un système qui tourne. Donc, à court terme, c'est compliqué, mais moi, je pense que c'est un levier essentiel et que ça va se faire. Pascal, vous encouragez vos assurés à choisir des véhicules électriques, une démarche qui peut sembler coûteuse sur papier quand on sait que les frais de réparation sont plus courants et plus élevés que pour des véhicules thermiques. Quelle est la stratégie derrière ce choix ? Alors, la stratégie, c'est vraiment la stratégie d'impact et d'impact positif. On voit bien qu'il y a la nécessité de basculer assez rapidement, somme toute, le parc de véhicules vers l'électrique. Et donc, nous, on prend notre part en tant qu'assureur pour aider les consommateurs à cette bascule en faisant payer moins cher, toutes choses égales par ailleurs, les détenteurs de véhicules électriques que ceux de véhicules thermiques. Alors même, vous avez raison, qu'en réalité, pour l'assureur, les véhicules électriques coûtent un peu plus cher. À la fois parce qu'il y a un peu plus d'accidents, ce sont des véhicules qui sont très silencieux, donc en ville, on ne les entend pas arriver. Ce sont des véhicules qui, généralement, ont des accélérations assez fortes.
Et puis par ailleurs, le coût de réparation des véhicules électriques est beaucoup plus important. Eh bien, tant pis. On prend sur nous pour, malgré Et est-ce que tout. ça devient rentable à long terme pour la Maïf? Écoutez, L'avenir nous le dira. on accorde C'est un pari. ce bonus écologique. C'est un pari. Mhm. C'est aussi un pari qui permet de convaincre les détenteurs de véhicules électriques de plutôt venir chez nous que s'assurer ailleurs. Donc c'est aussi un pari sur l'avenir et sur le développement futur de l'entreprise. Oui. Et Le- puis, peut-être ça peut convaincre aussi les industriels, les constructeurs automobiles Ouais. européens Mm. et français Mm. de basculer aussi Mm. vers beaucoup plus vite vers Mhm. cette mobilité. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien Il faut que qu'ils tout le sont un monde petit s'y peu, mette, on est un petit peu en retard, hein, Tout à voilà. fait. Et ce genre d'action incitative Mhm. auprès du consommateur, je trouve, est extrêmement vertueuse parce que elle entraîne en fait toute la Bien filière. sûr. Et il faut aussi que cette transition, elle vienne aussi des attentes des consommateurs. C'est essentiel. c'est même complètement essentiel. Mhm. Bon, Oui, exactement. avec Sonia, je pense qu'on était connectés parce que je voulais avoir à peu près le même rebond, c'est-à-dire qu'on a évoqué les industriels, les investisseurs, les États, mais pas encore les citoyens et les consommateurs dans cette affaire. Euh, bon voilà, l'initiative de la Maïf, et heureusement il y en a d'autres, montre à quel point les entreprises ont un rôle majeur à jouer, notamment à travers le marketing, pour rendre tout ça désirable. Mhm. Et j'en parle parce que comment voulons-nous réellement réussir une forme de transition et mettre les entreprises dans des conditions de pérennité à long terme si on a des citoyens qui sont constamment tambourinés par 2000 pubs par jour qui les poussent à acheter toujours plus de trucs. Ça ne peut absolument pas tenir et on ne peut pas d'ailleurs reprocher à ces personnes de résister ou de ne pas résister face à autant d'injonctions à consommer. Donc ce qu'a fait la Maïf là, notamment pour avoir une incitation positive et très intéressant, je pourrais citer un autre exemple d'une entreprise qui marche bien, qui est dans la circularité, qui je pense d'ailleurs est même devenue ce qu'on appelle une licorne, qui s'appelle Back Market, qui travaille sur une offre désirable, attractive, de matériel reconditionné dans l'univers du numérique, et voilà, qui s'internationalise, qui est peut-être un des plus beaux exemples récents que nous ayons, d'une entreprise qui se met sur le secteur ou sur le créneau de la circularité, autour de produits qui sont à rythme de consommation très intense, hein, on change de téléphone tous les 2 ans en moyenne, et qui arrive assez bien aujourd'hui économiquement à se développer sur ce modèle-là. Alors, je voudrais intervenir sur oui. ce point et créer un petit peu de polémique. Ah, Enfin. ça manquait. Enfin. Back C'est l'événement Market, dans For Good. magnifique, très, très, très bien. Oui. Mais en fait, ce qui serait intéressant de regarder, c'est d'où viennent les produits qui sont recyclés. Est-ce que ce ne sont pas des produits qui viennent de flottes de téléphones des États-Unis qui vont être réparés je ne sais où et qu'on va importer et qui vont avoir un impact environnemental pas si bon que ça ou pas? Je ne sais pas. On a une partie de la réponse, on le Mais sait. c'est un marketplace, Mais c'est à ce mais voilà. prix-là qu'on arrive mais à passer l'échelle. je suis d'accord, mais il faut aussi, ouais, on arrive à passer l'échelle, mais est-ce que finalement, passer l'échelle en ayant au total sur l'ensemble de cycle de vie du produit, un produit qui est recyclé, reconditionné, mais qui finalement a un impact peut-être moins bien qu'un produit qui va être fabriqué dans d'autres circonstances, plutôt locales, etc. Donc en fait, c'est ça aussi, je trouve, tous nos sujets, c'est qu'il faut qu'on soit vigilant aussi. Mais Thomas, je suis d'accord avec toi, c'est un bel Non, on exemple. peut ne Mais pas non, être mais d'accord. Mais voilà. Mais une histoire, là, ça. voilà, mais c'est important en fait, c'est un sujet sans fin. Il faut regarder, je pense aussi, l'ensemble des problématiques de cycle de vie complet. Je prends un autre exemple, c'est la machine à laver. La machine à laver, le recyclage, le réemploi et des machines à laver. Une machine à laver, c'est un produit qui est essentiel aujourd'hui dans tous les foyers. On est très équipé. Une machine à laver, elle a une certaine durée de vie de quelques années. Et ensuite, soit c'est une machine à laver qui est peu réparable et qui n'a pas été éco-conçue et qui va plutôt être démantelée. Et ensuite, on va récupérer certains métaux et le reste, on va le mettre en décharge, ou c'est une machine à laver qui a été peut-être pas beaucoup utilisée pendant le temps où elle était chez vous, qui a été plutôt éco-conçue et qu'on va pouvoir faire réparer par des structures de l'ESS et qui vont vous permettre d'avoir une machine réemployée, etc. On peut avoir aujourd'hui des machines qui sont remises dans le circuit, qui vont fonctionner en consommant beaucoup plus d'eau, en consommant beaucoup plus d'énergie et qui font que finalement
l'impact total est pas si positif. Donc, il faut qu'on continue à pousser l'économie circulaire, mais il faut aussi qu'on continue à pousser de l'éco-conception et des approches beaucoup plus vertueuses, et surtout dans les territoires. En fait, l'un des points qui est un peu implicite dans ce que Sonia a dit, c'est on a besoin de mesurer, en fait. Et l'un des sujets, quand je disais on a besoin des outils, c'est qu'il en existe certains aujourd'hui. Donc, SWIP, dont on parlait au début en disant que j'étais administratrice de l'entreprise, c'est aussi un des investissements de 2050. Et c'est clairement ce type d'outil qui permet à chaque entreprise de comprendre à partir de son compte de résultats financiers, va arriver à avoir un compte de résultats extra-financier où on peut comprendre à chaque fois quelles sont les différentes émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de sa chaîne, c'est-à-dire pas uniquement sur l'entreprise elle-même en ce qu'on appelle scope 1 et 2, c'est-à-dire voilà, mais aussi en scope 3, c'est-à-dire comprendre aussi les fournisseurs, comment est-ce que la chaîne de valeur, et là on commence à avoir une analyse de sa chaîne de valeur et on commence à savoir où est-ce qu'on peut agir pour limiter son impact global. Mais on a besoin pour ça, on ne peut pas juste être en bonne intention. En fait, c'est un vrai travail, et c'est un vrai travail de mesure et d'analyse de ces données et de son activité, et on a besoin de s'outiller pour ça, parce qu'en réalité, sinon, on est un peu dans le vague, parce qu'il y a des impacts de partout, en fait. On parle d'un impact unique d'une entreprise, mais pas du tout. Donc, arriver à avoir une vision un peu holistique ou complète de l'intégralité de la performance de l'entreprise sur les enjeux sociaux ou environnementaux dans sa globalité, c'est extrêmement important pour derrière pouvoir prendre les bonnes décisions. Chers invités, on se rapproche déjà de la fin de ce débat. J'aimerais terminer par une question collective. On commence avec vous, Pascal. Si vous deviez convaincre une entreprise hésitante à s'engager, quel serait votre argument ? Alors moi, j'aimerais convaincre une entreprise, je vais répondre à votre question, mais j'aimerais convaincre aussi les gouvernements, parce que c'est extrêmement important de créer les conditions de la transition. Convaincre une entreprise, alors là, pour le coup, de manière très, très empirique, moi, je mesure combien... Marie disait tout à l'heure, une entreprise, c'est d'abord une communauté humaine, c'est d'abord une communauté de salariés, et c'est important le niveau de motivation, d'engagement, de fidélité des salariés. C'est important aujourd'hui sur le marché du travail que l'on connaît d'être capable d'attirer, de recruter des talents. Clairement, ça, vous pouvez le faire avec une entreprise qui est réellement et qui est sincèrement engagée et où c'est suffisamment visible, et c'est complètement essentiel. C'est la même chose avec les clients, avec l'image de marque. Moi, je peux vous dire que la Maïf, depuis quelques années maintenant, a un niveau de développement qu'elle n'avait jamais connu dans son histoire, alors qu'elle a été créée en 1934. C'est-à-dire que même pendant les 30 Glorieuses, cette période durant laquelle les ménages s'équipaient en logement, en voiture, avec en plus une croissance démographique forte et une très faible concurrence sur le marché de l'assurance à l'époque, on n'avait pas les mêmes niveaux de développement qu'aujourd'hui. Donc c'est bien qu'effectivement ça attire. Malheureusement, je pense que ça ne suffira pas, en tout cas ça ne suffira pas à aller assez vite. Et il faut impérativement que les pouvoirs publics créent un environnement juridique et fiscal qui soit réellement incitatif pour que les entreprises aient un bénéfice rapide, immédiat, en termes d'accessibilité aux aides publiques, aux marchés publics, en termes, pourquoi pas, de modulation de la fiscalité demain, pour qu'il y ait ce bénéfice. Et puis, dernier point très, très rapidement, on a commencé sur l'élection de Donald Trump, c'est évidemment une catastrophe pour l'humanité. Ça peut être aussi une opportunité. Ça veut dire que derrière, on voit bien qu'on est en train de remettre en cause un modèle idéologique de libre-échange généralisé dans le monde entier. Je pense qu'aujourd'hui, on peut conjuguer transition écologique, protection d'un certain modèle social et souveraineté économique. Et le développement des mécanismes, ce qu'on appelle les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières, c'est-à-dire de la taxe carbone, et pourquoi pas en mettant aussi des critères sociaux, permet de dire au reste du monde, voilà, nous on a des standards écologiques, des standards sociaux. Si vous n'êtes pas en dessous de ces standards, il y a forcément une compensation, une pénalisation pour rentrer sur le marché européen. Et on voit bien qu'on arrive à aligner l'ensemble des intérêts. Sonia, même question. Bien sûr, la dimension
employés, et collaborateurs et talents, c'est essentiel. Mais je dirais aussi, pour l'avoir moi-même vécu, c'est faites-le d'un point de vue collectif avec votre écosystème, avec vos partenaires, avec vos fournisseurs, avec vos clients, et travaillez dans votre territoire. Et je pense que toutes les entreprises aujourd'hui ont beaucoup d'opportunités. Par exemple, on parlait des déchets, de l'économie circulaire. Il y a beaucoup de choses à faire pour revoir sa chaîne de valeur, travailler avec ses clients, ses fournisseurs, dans une logique de coalition d'impact, dans une logique de coopération. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est complexe, ça peut faire peur. Et je suis convaincue qu'en le faisant ensemble, de façon collective, on va mieux y arriver. Nous, on fait partie avec Fine Climate de la Convention des entreprises pour le climat industrie, et on est avec une 50aine d'entreprises industrielles. Et en fait, on voit que ça crée une dynamique incroyable d'être avec des pairs et de voir que c'est possible, de tester des choses, etc. Donc, moi, ma Oui. conviction, c'est le collectif, la coopération. Marie, d'un mot, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je vais renforcer ce que Sonia vient de dire, parce que je suis parfaitement d'accord. C'est vraiment l'une des grandes différences que moi je vois entre la transformation digitale et la transformation durable. Le digital, on pouvait se transformer à l'échelle de l'entreprise elle-même. Sur le durable, on dépend de ce que ses fournisseurs font, on dépend de ce que ses clients font. Donc, c'est une bascule de chaîne de valeur. Donc, ces nouveaux accords de coopération et de penser différemment la relation à sa chaîne de valeur et comment on y va ensemble, c'est super clé. Et on doit même le penser au niveau financier. Donc, je terminerai par cet exemple pour reboucler la boucle aussi sur cette entreprise suédoise dont j'ai parlé au début, qui fait du ciment. En fait, ce qu'ils font, c'est un matériau qui est un des constituants du ciment. Et comme on a besoin quelque part d'avoir aussi les fabricants de ciment, aussi les constructeurs et aussi les clients finaux qui soient en demande de ce matériau-là. Et on a besoin en plus qu'ils prennent des risques avant la création de l'usine, donc à faire des accords de préachat, en fait, pour pouvoir financer l'usine, etc. Ce qu'on a fait, c'est qu'au moment où on a levé des fonds pour l'entreprise, avant de se basculer sur le financement de cette usine et sur l'industrialisation de ce produit, en fait, on les a fait rentrer au capital. Donc, on a Holcim, au capital de l'entreprise. On a la famille Goldbeck, qui est une famille qui fait de la construction immobilière. Et on a aussi Amazon Climate Pledge Fund, qui est le client final, parce qu'ils se sont engagés à préacheter le matériau de Pebble pour construire les murs de leur data center en Europe. Et donc, c'est une nouvelle type de coalition qui n'est pas uniquement une coalition commerciale, mais qui peut aussi être une coalition d'intérêts et d'actionnarial pour aligner vraiment les intérêts de toute la chaîne et faire en sorte qu'on optimise le succès. Merci Marie. On passe à notre dernière séquence, c'est le Good to Know.